Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Mohamed Ben Youssef, redevenu Mohamed V, sultan du Maroc, a quitté la France pour retrouver son trône après 2 années d'absence. Le sultan a pris l'avion mis à sa disposition par le gouvernement français, après avoir remercié le peuple français de son accueil. Dominé au cours de son histoire par des conquêtes arabo-musulmanes et coloniales du 5e jusqu'au milieu du 20e siècle, le Maroc devient officiellement indépendant le 2 mars 1956, gardant surtout le dernier sultan de l'Empire chérifien Mohamed V, qui devient le premier roi du Maroc en 1957. Par une vague de fidèles, et c'est porté par une houle humaine que le souverain a pu parvenir jusqu'à sa voiture. 600 000 Marocains peut-être, contenus à grand-peine par le service d'ordre des partis politiques, ont fait à leur seigneur retrouvé une ovation frénétique. Mais mort au trône 4 ans plus tard, son fils Moulay Hassan devient Hassan II et lui succède à la tête du royaume, au climat politique intérieur et diplomatique très tendu, avec la guerre des sables d'octobre 1963 entre le Maroc et l'Algérie. Depuis ce matin 6 heures, la ville de Figuig est l'objet d'attaques extrêmement violentes de la part de l'armée algérienne. Les troupes algériennes ont pénétré de plusieurs kilomètres sur le territoire marocain, s'efforçant et réussissant à occuper les hauteurs dominant la ville de Figuig. Et le président de l'Algérie, lui, que pense-t-il de tout cela? Nous sommes naturellement allés le lui demander. Un territoire algérien avait été occupé à El-Baïda et Tinjouf, à 50 km à l'intérieur du territoire algérien. Nos troupes ont intervenu normalement, comme ils font d'ailleurs assez souvent avec les troupes marocaines. Malheureusement, ce jour-là, tel n'a pas été le cas. Puis la disparition en plein Paris du chef de file de l'opposition marocaine, Mehdi Ben Barka, en octobre 1965. Mehdi Ben Barka était condamné à mort par contumace depuis novembre 1963 pour atteinte à la sûreté extérieure de l'État. Mais depuis l'hiver dernier, on savait qu'il reviendrait au Maroc. Suite de graves émeutes à Casablanca, sanctionné par un état d'exception de 5 années jusqu'en 1970. Cet état d'exception prolongé exaspère certains hauts gradés de l'armée qui fomentent 2 coups d'état militaires contre Hassan II. Le premier mené d'un côté par le général Medbou contre le palais royal Skirat. Un des soldats qui était là-bas, un des cadets, me fit signe de le suivre. J'étais à peu près convaincu qu'il m'entraînait dans un recoin afin de pouvoir m'exécuter dans la plus grande tranquillité. Je lui commandai repos, il se remit au repos. Je lui recommandai garde à vous, lui tendai ma main et lui dis qu'attendu pour baiser ma main. Ce qu'il fit. Alors je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il m'a dit, on nous a dit que le palais était attaqué. Maintenant, je tiens à vous dire que vous en avez encore des ennemis. Veuillez vous cacher. Je lui dis non. Appelle tes camarades, baissez les canons de vos armes, suivez-moi. Et c'est alors que je tins ce langage. Il est inadmissible que vous ayez fait de l'armée royale ce que vous en faites maintenant. De l'autre, le général Oufkir, instigateur du coup d'état dit des aviateurs en 1972, contre le Boeing royal en plein vol. Serait-il possible de rencontrer et d'interviewer les officiers rebelles actuellement arrêtés? Je dois vous répondre que, en principe, ces officiers auraient dû être passés immédiatement par les armes. Et je crains que vous n'ayez pas le temps de le faire, car je crains que demain soir, à cette heure-ci, ils ne soient exécutés après qu'ils nous aient donné les renseignements nécessaires. On a parlé de complot libyen. Interrogé à ce sujet hier soir sur notre antenne, vous avez à chaud répondu « La Libye, je m'en fous royalement ». Maintenez-vous maintenant que tout est fini, cette appréciation, et pourquoi? Je la maintiens encore plus royalement du fait que je suis encore plus roi aujourd'hui qu'hier. Durant cette décennie 70, la crise au Sahara occidental, qui opposait d'abord le Maroc et l'Espagne depuis le 23 octobre 1957, éclate en conflit armé avec le Front Polisario à la suite du retrait des forces d'occupation espagnoles en 1975. Même le premier titre de champion d'Afrique des Lions de l'Atlas à la CAN de 1976 en Éthiopie n'apaise pas les tensions. Sur le plan géopolitique, Hassan II abat ses cartes, engageant ses troupes dans la guerre du Yom Kippour contre Israël en 1973. S'impliquant personnellement à l'aboutissement de la signature des accords de Camp David en 1978.
Après 19 années de règne agité, le pays de Hassan II entre dans un autre cycle de violence. En tout début de la décennie 80, les inégalités sociales galopantes dans le pays et le monde agricole implosent. Des émeutes secouent les villes de Casablanca en 1981 et Marrakech en 1984, suite à la longue sécheresse. La chute des cours mondiaux de phosphate et la politique de rigueur budgétaire imposée par le Fonds monétaire international. Le royaume chérifien, connaissant une nette accalmie depuis 1986, décide d'abriter la 16e Coupe d'Afrique des Nations pour l'année 1988. Le Maroc a fait la paix avec son voisin l'Algérie et rétablit leurs relations diplomatiques. Les Fennecs peuvent ainsi participer à la fête continentale du football, avec l'arrivée à la tête de la CAF du Camerounais Issa Hayatou, remplaçant l'Éthiopien Inekachou Tessema, décédé au mois d'août 87. Dans le groupe A basé à Casablanca, les doubles champions d'Afrique zaïrois retrouvent la compétition. Après 12 ans d'absence, aux côtés de la Côte d'Ivoire, le Maroc, pays organisateur, et son nouveau partenaire diplomatique, l'Algérie, dont leur confrontation très attendue voit la victoire symbolique des Lions de l'Atlas sur les Fennecs. Primo pour El Garef. Il réussit à bien redresser le ballon, tête de Bouderbala, but d'El Adaoui, 1-0 à la 52e minute dans un stade survolté. Au terme des 3 matchs de groupe, Zaïrois et Ivoiriens sont éliminés. Algériens et Marocains accèdent en demi-finale. Les deux compères, Santos donne le tournis à Madou Zaoui, accélération à la sortie et pour conclure, le tout, une reprise parfaite de Kabongo. Imparable, c'est du délire. Dans le groupe B à Rabat, ce 14 mars 1988, les Lions indomptables du Cameroun qui n'ont pas oublié le sale tour des Pharaons, d'1-0 du 4 mars 1984 au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et la galère de la finale perdue au Caire en 1986. Le vieux lion Roger Milla, témoin impuissant de toutes ces expéditions, rugit. En début de match et d'ouvrir la marque à la 5e minute par ce diable de Milla. Pointu du gauche, ni vu ni connu, c'est la fête sur le banc. Il faut dire que l'Égypte est vraiment la bête noire des Camerounais. Coup dur pour les Lions. François Omambi se blesse sur cette action. Il quittera un peu plus tard ses camarades. Diagnostic, légère entorse du genou. Et les Égyptiens qui dominent toujours. Corner de la dernière chance pour les Égyptiens. Attention. Tête d'Hassan, but, non. Le ballon dans les mains de Sango, c'est un petit miracle. Je ne vous dis pas la joie des Camerounais. Au coup de sifflet final, ils ont vaincu le signe indien. Et 3 jours plus tard, les Super Eagles du Nigeria qui ont fait une bouchée 3-0 des Harambee Stars du Kenya tiennent à régler une vieille dette aux Camerounais avec ce but éclair dès la 2e minute, signé Samuel Okwaraji. Nigeria-Cameroun, les deux équipes qui se partagent donc pour l'instant la première place. Coup de théâtre à la 2e minute, Joseph-Antoine Bell qui est arrivé la veille de Marseille n'a toujours pas touché un ballon. Un coup de canon d'Okwaraji, Nigeria 1, Cameroun 0. Déjà meilleur buteur sans concurrent à l'édition de 1986, Roger Milla rétablit l'équilibre à la 21e minute pour un but partout à la fin du temps réglementaire. Et finalement, l'égalisation ne se fera pas trop attendre. Le Nigeria a mal joué le hors-jeu. But de Roger Milla, l'infatigable, l'inusable, l'incroyable Roger Milla. Les Pharaons tombés face aux Lions, accrochés par les Green Eagles, les détenteurs du trophée quittent le tournoi, en dépit de leur large victoire 3-0 sur le Kenya. La première demi-finale affiche Cameroun-Maroc ce 23 mars 1988. Dans un stade Mohamed V acquis à l'équipe du pays organisateur, les Lions de l'Atlas démarrent le match sur des chapeaux de roue. Au nom de cette demi-finale, Cameroun. Vous allez me poser la question sur Cana. Il y a une différence entre éducation physique et sport. Le sport, c'est on utilise tous les moyens pour gagner. Et entre autres moyens, si l'adversaire te dérange, tu l'enlèves. Donc ce jour, on a trouvé un joueur marocain qui nous embêtait, au du Cana. S'en est chargé pour baisser un peu l'ardeur. S'acheminant vers la fin du match, tout en se regardant en chien de faïence, en souvenir aussi du nul de 1986, Cyril Makanaki fusille le portier Badou Zaki d'un tir dévastateur à la 78e minute. Di testa rinvia, poi c'è il tiro deviato, rete, palla dentro, 1-0 e in vantaggio il Camerun. Camerun in vantaggio 1-0. È stato Makanaki, numero 12, un esultante che ha fiondato un destro da fuori area, dai 20. Les Lions de l'Atlas et leur public n'en reviennent pas qu'ils sont éliminés de leur Coupe d'Afrique des Nations. Ainsi, le Cameroun retrouve le Nigeria en finale, qui a battu l'Algérie 9-8 au bout d'une épreuve de pénalty.
e siamo 6-5 per la Nigeria. Et le 27 mars 1988, au stade Mohamed V de Casablanca, c'est le remake de la finale de 1984. En l'absence du roi Hassan II, c'est le prince héritier, l'actuel roi du Maroc Mohamed VI, qui préside la finale et toutes les articulations d'avant-match, posant ici avec les deux finalistes. Camerun, mentre ieri abbiamo assistito alla finale per il terzo e quarto posto tra le due squadre dell'Africa bianca, il Marocco e l'Algeria. Joseph-Antoine Bell dans la cage de but, Benjamin Massing et Emmanuel Koundé dans l'axe de la défense. Charline Tamak et Stephen Tato sur les côtés, Kanabiyik et Milmbo au milieu du terrain, Cyril Makanaki, Lupol Fédé sur les ailes, Olé Bertin et Roger Mila en attaque. Les Lions indomptables marquent de près les virevoltants Super Eagles nigérians, dont les rugueux défenseurs Stephen Keshi ne se gênent pas d'accrocher le phénomène Mila en pleine surface de réparation. Le central mauritanien Idrissa Sarr montre le point de pénalty. Kanabiyik, Ancidilla entra in area, viene messo a terra e c'è calcio di rigore. Calcio di rigore per attorramento di Milla in area. Au coup de sifflet de l'arbitre central de la partie, le métronome de la défense camerounaise Emmanuel Koundé met le ballon au fond des filets de Peter Rufai pour Cameroun 1 à la 55e minute. Parte Koundé, destro, tiro, gol! Splendida l'esecuzione di Koundé e il Camerun è in vantaggio dopo 10 minuti di gioco. 35 minutes durant dans un jeu ultra offensif. Samuel Okwaraji, Rachidi Yekini et surtout Henri Ozou, qui a pu violer la cage de Joseph-Antoine Bell sur ce but non validé, sont tous neutralisés par un bloc équipe des Lions, très compact jusqu'au coup de sifflet final. Et voilà les Lions indomptables du Cameroun, à nouveau champions d'Afrique, au bout de 3 finales disputées en 6 ans. À la finale, lorsque le Cameroun gagne, c'est Mila qui reçoit le trophée au lieu de Ndongo. Qu'est-ce qui s'était passé? Que Mila, c'est lui qui avait porté presque l'équipe sur son dos. Et Mbou était un jeune qu'on mettait devant presque pour guider. Bon, mais vraiment, je pense qu'il fallait qu'on fasse cet honneur à Mila. En tant que grand frère, on dit que bon. Ben alors recevoir le trophée des mains du prince héritier, du fils du roi. C'est pour ça qu'il a pris le brassard. Et c'est eux qui m'ont fait la proposition de terrain d'aller, comme je quitte la scène, d'aller recevoir. Et vous avez vu que je suis parti avec Mbou Emile. Dans l'histoire de la CAN à 8 équipes, l'édition Maroc 88 est la seule à avoir enregistré 23 buts, dont 4 ont suffi aux Lions pour remporter leur 2e titre continental. Impossible n'est pas camerounais. Voilà les Lions, champions d'Afrique. Ce programme vous a été offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous.